Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai cofondé 2 entreprises dans le monde de la visualisation de données et je travaille depuis plus de 10 ans à faire des ponts entre les humains et les données. On est ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, la plateforme de contenu d'Artefact, qui démocratise les connaissances autour de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Tricot. Michel, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Alors Michel, qui êtes-vous? Sur quoi travaillez-vous? Alors, je suis le cofondateur et le CEO de Airbyte et je travaille sur la portabilité de la donnée. S'assurer que les compagnies puissent accéder à toutes leurs données où qu'elles soient et en extraire de l'information. Concrètement, qui utilise Airbyte et pourquoi on utilise Airbyte? Pourquoi faire? Donc, ça va être toutes les compagnies qui utilisent des bases de données, qui utilisent des applications SaaS, qui utilisent même des spreadsheets, des fichiers. En fait, toutes ces applications, tous ces endroits, c'est ce que j'appelle des silos de données. C'est-à-dire, c'est de la donnée qui est isolée et qui n'est que disponible dans ces applications-là. Et en fait, avec Airbyte, on permet en fait de casser ces silos et de centraliser en fait la donnée dans les data warehouses. Et une fois que la donnée est centralisée, c'est là qu'elle commence à avoir le plus de valeur parce qu'on peut la mettre en relation avec les autres datasets. Et en fait, n'importe quelle compagnie peut utiliser Airbyte, que ce soit de façon globale ou que ce soit même limité juste à une partie de l'organisation, genre l'équipe finance ou l'équipe marketing vont avoir besoin de centraliser cette donnée. Alors j'imagine que une partie du travail pénible, c'est justement de décrire comment on connecte chaque flux de données pour harmoniser tout ça. Comment vous abordez cette question avec Airbyte? C'est effectivement le vrai problème de l'accès à la donnée. C'est-à-dire que tous ces endroits, toutes ces databases, toutes ces applications, en fait, ont une façon très spécifique d'accéder à la donnée. Et c'est là qu'il y a toute la complexité pour les équipes de data. C'est-à-dire que si une équipe n'utilise pas Airbyte, ce qu'ils vont devoir faire, c'est créer un connecteur. Donc, apprendre comment se connecter à ce service et apprendre comment extraire la donnée de ce service. Une fois que le connecteur a été construit, il y a aussi toute la partie de maintenance. C'est-à-dire que ces services vont changer, donc les connecteurs vont devoir être updatés. Et vraiment là, ce qu'on fait, c'est créer ces connecteurs avec toute la spécificité de l'accès à la donnée et simplifier le day-to-day des data engineers. Donc c'est vous qui créez les connecteurs et vous proposez un catalogue de connecteurs? Presque. C'est bien ce qui me semblait. Presque ça. En fait, Airbyte, c'est un outil open source. Donc, à la base, n'importe qui peut y avoir accès. Et en fait, ce qu'on a créé, c'est une façon de développer très rapidement des connecteurs et surtout de les maintenir. Aujourd'hui, quand on prend Airbyte, la version open source, ça vient avec 200 connecteurs out of the box que n'importe qui peut utiliser. Mais si jamais il y en a qui manquent, si jamais il y en a qui fonctionnent pas aussi bien que ce qu'ils devraient ou pour lesquels il manque certaines features, la communauté, en fait, peut prendre le connecteur et le manipuler, le customiser, l'améliorer ou même juste créer tout simplement des nouveaux connecteurs. Et c'est comme ça sur les 2 dernières années qu'on a réussi à grandir très très rapidement notre nombre de connecteurs et surtout leur qualité. Ok, donc vous avez des contributeurs. C'est un modèle un peu nouveau, j'imagine. C'est pas uniquement votre entreprise qui développe le produit. Tu peux m'en dire plus? Pour avoir été en fait j'ai déjà en fait monté ce genre d'équipe, donc des équipes de data. Et ce que j'ai appris en le faisant, c'est que la data integration, c'est non seulement un problème technique, mais surtout un problème humain. C'est un problème de process. C'est-à-dire, oui, il faut la technologie pour savoir comment est-ce qu'on crée des connecteurs, comment est-ce qu'on les maintient, comment est-ce qu'on les monitore. Mais la maintenance se fait grâce à des êtres humains. Et à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on crée un modèle qui va scaler sur le nombre de connecteurs qu'on a et qui va permettre de toujours garder des connecteurs qui soient de bonne qualité. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, le modèle open source nous permet en fait de régler ce problème humain, ce problème de process. Et en fait, maintenant, la communauté peut travailler avec Airbyte, les contributeurs peuvent travailler ensemble pour justement créer et maintenir ces connecteurs. Par exemple, si jamais demain on a un contributeur qui dit « j'ai besoin d'un connecteur pour
allez, Salesforce. Il va l'utiliser. Demain, il y a un autre contributeur qui va utiliser le connecteur Salesforce. Il va se rendre compte qu'il ne marche pas aussi bien que ce qu'il voulait. Il va l'améliorer et cette amélioration, en fait, va se propager chez tous les utilisateurs du connecteur Salesforce. Et c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à scaler et adresser ce qu'on appelle, nous, la long tail des connecteurs, c'est-à-dire tous les data silos qui peuvent exister au sein d'une entreprise ou au sein d'un service. Donc vous êtes une entreprise technologique qui repose sur la contribution de plein d'êtres humains. Exactement, c'est exactement ça. Et nous maintenant, en tant que compagnie, ce qu'on fait, c'est qu'on est là, on anime la communauté et on s'assure que chaque chemin de travail et on appelle ça en fait des treadmills, où chacun a un peu son rôle, soit c'est de la qualité, soit ça va être de la maintenance, soit ça va être un petit bug, soit ça va être une amélioration du connecteur. Et on coordonne en fait toute la communauté pour créer des connecteurs qui soient extrêmement performants. Qu'est-ce que c'est le modèle économique de Airbyte derrière ça? Très bonne question. C'est toujours la question qu'on a quand on parle d'open source. Tout à fait. L'idée quand on a créé Airbyte, ça a vraiment été open source, c'est pour les problèmes des petites équipes et des individuels. Tout ce qui est pour les équipes plus grosses ou pour des organisations, c'est là qu'on va monétiser. Donc, on va le voir non seulement au niveau des features, c'est-à-dire qu'il va y avoir certains features qui sont disponibles dans l'open source et certains qui ne le sont pas, par exemple user management, audit logs, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles en open source et pour lesquelles il y a une licence à payer. Et après, on a aussi toute la partie cloud, c'est-à-dire c'est un produit de data et on le sait tous, les produits de data, c'est extrêmement complexe à manager et à opérer. Et nous, ce qu'on peut faire, du coup, en tant que monétisation, c'est si vous ne voulez pas opérer et manager Airbyte open source vous-même, vous avez juste à utiliser notre version cloud. Et du coup, on prend sur nous en fait le coût des opérations, le coût des upgrades, le coût de la maintenance, etc. Qu'est-ce que c'est votre vision de la chaîne de valeur de la data? Et où se situe Airbyte selon vous dans cette chaîne de valeur? Comme ça permet de repositionner un peu l'image globale du secteur. Alors, quand on pense à la data, en fait, je vois vraiment 3 piliers. Il y a toujours la partie, l'import en fait de la donnée, enfin, au sein des entreprises. C'est l'import de la donnée, son processing et ensuite son activation. Donc nous, en fait, on est au tout début de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, la data existe quelque part, elle est siloed, elle est difficile à accéder, et nous, on la rend disponible dans les data warehouses. Enfin, Airbyte la rend disponible dans les data warehouses. Une fois que la data est dans les data warehouses, toutes les équipes d'analytics, toutes les équipes de, sales ops, marketing ops et compagnie, peuvent se connecter sur le warehouse et peuvent commencer en fait à introduire leurs besoins métiers dans les analyses qu'elles vont faire sur ces données. Une fois que ces analyses sont faites, soit elles sont exposées sous forme de dashboard, soit elles sont exposées sous forme de rapport, ou alors il y a encore cet autre côté qui est ce qu'aujourd'hui on appelle le reverse ETL, qui est surtout sur, une fois que la data a été traitée, c'est comment est-ce qu'on l'active dans des systèmes opérationnels. Et ça, c'est un use case qu'on voit de plus en plus et sur lesquels les gens posent de plus en plus de questions. Et sur lequel on va essayer de positionner aussi les connecteurs d'Airbyte pour favoriser le mouvement de data dans les systèmes opérationnels. Et un exemple, ça va être, je prends de la data chez Salesforce, je prends de la data sur mes produits, je le mets ensemble, j'identifie des signaux sur comment mes clients utilisent mon produit, et derrière, je vais pouvoir automatiquement créer une campagne de mail en leur disant, vous avez utilisé cette feature de cette manière, voilà des guides que vous pouvez regarder pour mieux encore les utiliser. Et tout ça, c'est la partie opérationnelle, ce qui s'appelle Reverse ETL, et c'est quelque chose sur lequel on va travailler en 2023. Ok, donc une partie automatisation de certaines actions. C'est ça. Quelle est la maturité des entreprises aujourd'hui sur ces différentes étapes de la chaîne de valeur? Comment ça a évolué? En fait, si on regarde comment la data a évolué sur les dernières années, il y a eu plusieurs générations. Et là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sortir de la génération Hadoop, Spark et compagnie, et on commence vraiment à se focaliser sur les modernes data warehouses. Et la raison pour laquelle ça devient si populaire, c'est que ça rend l'accès à la donnée beaucoup, beaucoup plus simple à l'intérieur des compagnies.
C'est-à-dire que quand on était sur Spark, quand on était sur Hadoop, c'était toujours des data engineers qui devaient travailler. C'était eux les responsables de faire tourner les pipelines, de lancer les analyses. Avec les data warehouse, en fait, ce qui se passe, c'est que les équipes de data deviennent une plateforme qui empower le reste de l'organisation. Et à ce moment-là, tous les analystes, analytics engineers, ops people, ils peuvent commencer à se connecter d'eux-mêmes sur le warehouse et vraiment appliquer toute leur expertise dans les analyses. Et je pense que ce qu'on va voir sur les prochaines années, c'est que le rôle de data engineer va changer, dans le sens où ils seront plus seulement responsables de créer ces analyses, mais vraiment responsables de la construction d'une plateforme à destination du reste de l'entreprise. Et par-dessus, les équipes vont commencer de plus en plus à s'équiper d'analystes en interne qui vont pouvoir bouger d'une équipe à l'autre pour en fait résoudre les besoins immédiats de ces équipes en termes d'analyse. Par exemple, nous, ce qu'on fait chez Airbyte, c'est on recrute beaucoup de gens et on utilise beaucoup la data pour comprendre où dans nos pipelines on a des problèmes de recrutement. C'est quelles sont les interviews qui ne marchent pas bien, ceux sur lesquels on n'a pas les bons signaux. Et on travaille avec notre équipe d'analytics qui vont en fait placer un analytics engineer dans l'équipe de recrutement qui va en fait supporter l'équipe de recrutement pour arriver aux bonnes métriques et aux bonnes conclusions. Donc ça, c'est vraiment l'évolution qui va se passer. C'est l'embedding de data profile directement dans les équipes. Et tout ça en utilisant les outils beaucoup plus modernes que ce qu'on avait avant. Il va y avoir beaucoup plus d'accent aussi sur la qualité, sur le cataloging, c'est-à-dire c'est beau d'avoir de la data, si ce n'est pas de la bonne data, c'est un problème. Et surtout, si elle n'est pas compréhensible par le reste de l'organisation, c'est aussi un problème. Donc tous les outils de cataloging vont pouvoir se greffer par-dessus pour en fait publier quelle est la data qui est disponible dans la compagnie et en fait laisser après les équipes décider et self-serve sur la data. Donc en fait, on le voit, les besoins un peu prioritaires auxquels il faut répondre par rapport aux données, ça évolue. Et c'est justement dans votre blog, vous parlez de pyramide des besoins de la donnée. Comment ça se passe? En fait, c'est une question de maturité de compagnie. C'est quand une compagnie décide « j'ai envie de prendre des décisions qui sont basées sur la donnée », la première chose qu'elle se dit, c'est quel est l'outil que je vais utiliser pour processer cette donnée, pour la stocker. Et en général, on commence par le warehouse. Une fois qu'on a le warehouse, c'est bon, ok, c'est super, j'ai un warehouse, c'est un peu une coquille vide aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour rajouter de la donnée dedans? Et c'est là qu'on va avoir toute la partie d'ingestion et toute la partie de réplication de données. Et au-dessus de ça, on va commencer à greffer d'autres besoins. Ça va par exemple être qualité. C'est-à-dire qu'une fois que la donnée a été prise, c'est la qualité. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à se rapprocher de plus en plus des identités business sur que faire avec la donnée. Donc, ça commence au warehouse, ingestion, quality, ML, AI, BI, visualization. Et tout en haut, c'est la partie plus automation et reverse ETL, où là, c'est vraiment l'organisation est tellement mature sur l'utilisation de sa donnée et sur sa qualité qu'ils peuvent décider très rapidement de leverage cette donnée dans des systèmes opérationnels. Et ce qu'il faut par contre en tant qu'organisation, c'est pas brûler les étapes. C'est-à-dire on ne peut pas faire de l'opérationnel si on n'a pas de qualité. Parce que si on fait ça, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura de la mauvaise donnée et soudainement, on va envoyer le mauvais email à tous nos clients. Donc c'est la chose à laquelle faire attention et c'est pour ça que j'aime bien voir ça comme une pyramide. Qu'est-ce que ça change pour une équipe data de travailler avec Airbyte par rapport à ne pas travailler avec Airbyte, justement par rapport à cette chaîne des besoins? C'est toujours la même chose. Nous, on appelle ça le problème de « it's just a little script ». C'est-à-dire que marketing a besoin de faire une analyse. Elle va aller voir Joe, qui est dans l'équipe data, et elle va dire « Joe, j'ai besoin de la donnée HubSpot ». Donc Joe, il va être très content, il va dire « Bon, ok, très bien, je vais faire mon petit connecteur HubSpot et je vais commencer à importer la donnée d'HubSpot ». Et 2 jours après, l'équipe marketing revient vers Joe, alors dit à Joe « J'ai besoin de cette data en plus ». Donc Joe, il dit « Ok, très bien ». Il reprend son petit script, il rajoute la donnée dedans, et voilà. Et ensuite, marketing vient et dit « C'est bizarre, il y a un truc… la donnée n'a pas été mise à jour. » Et là, Joe il regarde et dit « Ah oui, effectivement, le script n'a pas tourné depuis 3 jours. » Donc du coup, il va commencer à mettre du monitoring par-dessus. Et
Et l'équipe marketing dit « Ah, ça serait bien d'avoir la data toutes les heures plutôt que tous les jours. » Donc là, Joe, il revient et il va commencer à changer le scheduling. Et en fait, ne pas utiliser un outil comme Airbyte, c'est en fait mettre le doigt dans un engrenage et se faire complètement avaler par la maintenance, en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement, à part quand on est Airbyte, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour un data engineer à construire ces connecteurs et à les maintenir. Parce qu'en fait, ils vont juste être en constante réaction sur toutes les demandes qui viennent des autres équipes. Et en utilisant Airbyte, en fait, ils ont accès directement à ces connecteurs et ils ont toujours une base sur laquelle ils peuvent travailler. Et par contre, tout le côté orchestration, tout le côté monitoring est déjà managé par Airbyte. Donc, c'est ça la différence. Et du coup, les data engineers peuvent se focaliser sur des tâches qui sont un peu plus intéressantes comme la qualité ou le lineage de ma data ou le cataloging de ma data ou la construction de la plateforme pour le reste de la compagnie. Donc, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est, en anglais, c'est « focus on extracting insight instead of extracting data ». Donc, il faut se concentrer sur ce qui a de la valeur. Et importer la data, ça a une valeur, mais c'est dans le but d'extraire des insights. Comment on arrive à monter une boîte dans ce domaine de la data? C'est quoi ton parcours d'entrepreneur? Ça fait en fait 15 ans que je travaille dans la data. J'ai commencé dans data financière, où là c'était plus ingérer toute la donnée qui est créée par des analystes sur des centres de compte des entreprises. Et en fait, ils créent ce qu'on appelle des estimates. Et c'était pareil, c'était du manufacturing de data. C'est-à-dire, ça vient dans des PDF, ça vient dans des fichiers XML, ça vient dans des fichiers, des spreadsheets. Et c'est comment est-ce qu'on crée en fait ce process qui ramène la donnée très brute et en fait qui va la changer, la modifier jusqu'à ce qu'en fait ça devienne une data qui est exploitable par des traders. Donc c'était ma première expérience de data. Et en 2011, je suis arrivé à San Francisco et là j'ai eu la chance de rentrer dans une start-up qui a extrêmement bien marché. Je suis resté pendant 6 ans et j'ai monté en fait toute l'équipe, ce qu'on appelait Data Integration. Donc comment connecter, la société s'appelait LiveRamp, enfin ça s'appelle toujours LiveRamp, et c'était comment est-ce qu'on connecte LiveRamp à tout le advertising et marketing écosystème. Donc tous les ad platforms, tous les outils de marketing, tous les outils de sales. Et on a construit plusieurs milliers à peu près 1000 connecteurs pour en fait rendre la donnée extrêmement fluide et portable dans toutes les différentes plateformes. Et j'ai monté donc l'équipe là-bas et c'était à l'époque d'Hadoop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin de ma tenure à LiveRamp, il y avait l'émergence en fait de ces nouveaux warehouses. Et avec l'émergence de ces nouveaux warehouses, en fait, toutes les compagnies aujourd'hui ont la capacité d'être des data companies. Et en fait, je me suis dit, tous les problèmes que j'ai rencontrés chez LiveRamp, ça va devenir les problèmes en fait de toutes les compagnies dans le futur. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a vraiment créé la société en janvier 2020. On a fait YC, Y Combinator, qui est une sorte d'incubateur pour les startups à côté de San Francisco. Et on a fait pas mal de pivots. Janvier 2020, c'était 3 mois avant le Covid. Donc, on s'est un peu pris le Covid en pleine face. Ça nous a forcé en fait à mieux définir le produit, mieux définir qu'est-ce qu'on voulait construire. Et en fait, en juillet 2020, c'est là où on a pris la décision de construire Airbyte. On a réalisé Airbyte au public en septembre 2020. Et en fait, 2021, ça a été une très très grosse adoption par les compagnies. Je crois qu'on a 30 ou 35 000 déploiements d'Airbyte et on a à peu près 2000 ce qu'on appelle les Daily Active Users, qui sont en fait des gens qui ont intégré Airbyte complètement dans leur data stack. Et là, c'est vraiment pour nous, ça a été un peu vraiment une croissance exponentielle au terme de l'utilisation de l'open source. Et alors, l'innovation, est-ce que c'est ça justement? Est-ce que c'est
que ça repose sur un modèle open source. Est-ce que c'est plutôt l'innovation technologique? Pourquoi ça a si bien marché? Parce qu'en fait, personne n'a envie d'être Joe. Et ce qui se passe avec l'open source, c'est que, en fait, dès qu'on doit penser à du software, il y a toujours le côté build versus buy. Et quand on demande à un ingénieur, le défaut, et surtout dans la data, le défaut, ça va toujours être de build. Ça veut dire, au lieu d'acheter une solution, on va essayer de construire une solution en interne. Et en fait, c'est là que open source marche extrêmement bien. C'est que open source ne remplace pas le buy, mais open source remplace le build. Donc, si quelqu'un vient vers un ingénieur et lui dit, crée-moi un connecteur Salesforce, le premier réflexe que vont avoir les ingénieurs, c'est, je vais aller voir en ligne, est-ce qu'il n'y a pas un connecteur que je peux récupérer quelque part? Et en fait, c'est ça qui a vraiment poussé Airbyte directement chez tous nos clients, en fait. C'est-à-dire, un ingénieur n'a pas envie de construire un connecteur, il va le chercher en open source, ils importent Airbyte, et à partir de là, ils ont ce premier connecteur, et au fur et à mesure, ils rajoutent de plus en plus de use cases, jusqu'à arriver à un point où, en fait, la maintenance et les operations sont trop lourdes, et c'est là que nous, on vient et que nous peut commencer à vendre une solution. Comment vous voyez votre marché, votre produit évoluer dans les prochaines années? Aujourd'hui, ce qu'on appelle notre North Star, c'est on veut construire une plateforme qui soit extrêmement stable et ubiquitous. Ça veut dire qu'il peut vraiment toucher à la donnée un peu partout. Donc, les 2 prochaines années, c'est vraiment se focaliser sur la reliability de nos connecteurs et de la plateforme et sur la capacité à aller toucher la data où qu'elle soit, que ce soit sur des API, que ce soit sur des bases de données, que ce soit dans des clouds privés ou sur des VPC. Le but, c'est vraiment de rendre Airbyte et de le rendre disponible vraiment partout. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a la partie connectivity qui est adresser la long tail de connecteurs. Il y a la partie location, donc s'assurer que Airbyte peut tourner un peu partout dans le monde et sur n'importe quel cloud. Et ensuite, il y a aussi la partie différents types de data stream. C'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup récupérer la donnée d'API, récupérer la donnée de database. On veut aussi travailler beaucoup plus sur la donnée événementielle, c'est-à-dire quand quelqu'un clique sur un bouton, ça crée un event. Comment est-ce qu'on permet en fait à cette donnée de bouger aux bons endroits? Et la partie reverse ETL, c'est-à-dire se connecter sur des systèmes opérationnels et rendre la data disponible là-bas. Une fois qu'on a ces trois premiers piliers d'Airbyte, le 4e, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire on a tous nos pipes, comment est-ce qu'on rend ces pipes plus intelligents? Et là, ça va être des choses par rapport à privacy. Donc, comment on s'assure que quelqu'un n'est pas en train de bouger de la donnée dans un data warehouse et de rendre disponible, je ne sais pas, des numéros de sécurité sociale ou des numéros de carte de crédit. Donc, comment est-ce qu'on protège en fait les compagnies avec leurs données et s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise donnée qui va au mauvais endroit. Et après, il y a aussi toute la partie qualité, c'est-à-dire qu'avant que la donnée arrive dans le système où elle va être processée, comment est-ce qu'on peut s'assurer que la donnée est toujours valide, qu'il n'y a pas eu un problème à la source et que du coup, on se retrouve avec de la donnée corrompue dans la destination. Donc, ça va vraiment être travailler sur cette intelligence, cette surcouche au-dessus des pipes pour rendre les pipes encore plus valuables. Les Chief Data Officers avec qui tu travailles, voire les dirigeants des entreprises, quels conseils tu leur donnerais du coup pour bien s'adapter à ces prochaines étapes? C'est de toujours penser à comment rendre les équipes plus indépendantes. En fait, c'est à partir du moment où tu rends la donnée disponible dans un warehouse, c'est comment est-ce que tu structures tes équipes de manière à ce que chaque équipe puisse être indépendante avec la donnée. Parce qu'en faisant ça, ça va créer des équipes qui sont beaucoup plus performantes, qui comprennent exactement leurs inputs et leurs outputs. Et c'est vraiment ne pas isoler la data dans les équipes de data, mais vraiment de la rendre disponible, avec bien sûr toutes les sécurités qui vont bien avec, mais de toujours de pousser l'extraction d'informations de la data dans les équipes métiers et pas dans les équipes de data. Ta vision, dans un monde où Airbyte est partout, c'est un monde où
on se préoccupe plus trop des données, de la tuyauterie, c'est quelque chose, c'est réglé, on regarde plus ce qui se passe derrière. Est-ce que ça nous amène vers un monde où on comprend mieux les enjeux éthiques des données ou pas, selon toi? Je pense que les enjeux éthiques sont là à partir du moment où de plus en plus de personnes peuvent avoir accès à ces données. Et c'est là, quand on parle de la pyramide de Maslow, c'est là où il va sûrement y avoir des layers dessus sur qui a accès à la donnée, qui a le droit d'accéder à la donnée, qui a le droit de lire certains types de données, et aussi quels sont les types d'analyses qui sont faites. Et je pense que là, ça sera plus la création de nouveaux types de rôles qui sont un peu plus transverses, où ça sera, comme aujourd'hui, on va avoir quelqu'un qui gère la sécurité. La sécurité, ce n'est pas une seule entité, c'est quelque chose qui va être sur toute la chaîne de valeur de la data. Il y aura probablement des rôles similaires en termes de privacy et en termes d'éthique pour informer en fait les différentes équipes à prendre les bonnes décisions avec la donnée. Mais c'est sûr que plus il y a de la donnée, plus on peut prendre des bonnes décisions. Et il y aura toujours des dérives, comme toujours quand on a des outils très puissants. Mais maintenant, c'est une question de comment est-ce qu'on crée les bonnes sécurités, les bons outils pour éviter ce genre de dérives, tout en laissant libre cours à l'imagination des gens pour prendre des meilleures décisions, améliorer leurs organisations, améliorer leurs produits grâce à cette data. Mais toi, tu vois ça plutôt comme une étape en plus dans la chaîne de traitement, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a... C'est plus une question d'éducation à ce moment-là qu'une étape. Et c'est une éducation, par contre, qui doit être faite tout au long de cette chaîne de valeur. Sur, peut-être que segmenter les gens par genre, c'est pas la bonne chose à faire, ou peut-être que collecter des informations sur les religions, c'est pas la bonne chose à faire. Et en fait, c'est plus une question d'éducation et peut-être d'avoir des outils qui sont capables d'auditer la donnée et de détecter quand il y a ce genre d'informations qui circulent et surtout s'il y a des décisions qui sont faites par rapport à ces données. Et alors chez Airbyte, justement, comment vous assurez la formation de vos propres membres? De nos propres membres? Très bonne question. On a très peu de données sensibles aujourd'hui. Et surtout, c'est une des raisons pour laquelle open source est important, c'est que c'est une responsabilité que nous, on ne peut pas avoir parce qu'on ne connaît pas en fait comment la donnée va forcément être utilisée du côté de nos clients. Et on laisse en fait cette responsabilité à nos clients d'éduquer leurs équipes. Maintenant, on a embauché récemment quelqu'un qui gère toute la partie policy sur la data et qui va commencer à faire aussi de l'éducation un peu plus publique sur quoi faire et quoi ne pas faire avec de la donnée. Mais donc c'est important pour vous quand même de porter important. une vision de ce qui est bien ou pas de faire avec les données? Oui, très important. On est quand même un enabler de la donnée. Donc, c'est non seulement une question d'éducation, mais c'est aussi quel genre de feature on va pouvoir rajouter dans Airbyte pour protéger en fait même juste les organisations, de ne pas faire n'importe quoi. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très facile de transférer de la mauvaise donnée au mauvais endroit. Si on a une base de données avec des numéros de carte de crédit ou des numéros de sécurité sociale, comment est-ce qu'on protège les gens et qu'on s'assure que cette donnée ne va jamais partir dans un système où tout le monde y a accès. Donc, il y a de l'éducation, mais il y a aussi des sécurités qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est des features qu'on va commencer à créer dans Airbyte. Pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation, un livre, une conférence, un article qu'il faut absolument qu'on lise? Alors, forcément, on a beaucoup de très bons articles sur le blog d'Airbyte. En termes de livres, ça dépendra vraiment le type de profil. Mais là, il y a un très bon livre qui est sorti sur qu'est-ce que c'est qu'un data engineer, c'est chez O'Reilly, et qui explique vraiment quel est le rôle d'un data engineer, quel est le nouveau rôle en fait des équipes de data. Et c'est exactement ce que je disais avant, qui est vraiment créer une plateforme pour empower les gens à être très très forts avec la data et pas isoler la data dans les équipes de data. Sinon, en tant que personne, je penserais bien à Tristan, qui est le CEO de DBT, qui a des opinions très fortes sur comment empower les équipes sur la transformation, sur la publication de nouveaux modèles de data. Et aussi Maxime Beauchemin, qui est le créateur original de Airflow et de Preset, qui lui aussi a des très fortes opinions sur à quoi ressemble la data stack et comment est-ce qu'elle va évoluer avec le futur et comment la créer de façon à ce qu'elle soit
extensible avec les nouveaux besoins qui arrivent dans la compagnie. Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur la plateforme The Bridge pour un nouvel épisode.